Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la SFDP. Bon, on en a fait un certain nombre depuis 2 ans. En fait, le confinement, les confinements successifs il y a 2 ans, et puis maintenant on a un peu pris l'habitude, nous ont permis d'étendre un petit peu ces conférences qu'on faisait avant en présentiel, et c'est beaucoup plus facile finalement de le faire en distanciel, et ça nous a permis d'élargir un peu et nos sujets et nos intervenants. Et donc, il y a aussi les participants, puisqu'on a maintenant facilement des participants d'un certain nombre de pays, puisque ce soir, nous avons des participants déjà présents du Canada, du Maroc, de Tunisie. Donc, bienvenue à tous les francophones. La SFDP, en fait, est une association assez ancienne qui, en fait, se veut de défendre au départ le titre de docteur en pharmacie et qui a toujours été un petit peu à cheval sur des questions professionnelles et des questions plus de culture pharmaceutique. Donc, je pense que les questions du numérique en santé sont des questions de société, donc qui se trouvent très, très bien à la charnière des deux. Et donc, depuis 2 ans, on a eu pas mal de sujets sur les nouvelles missions du pharmacien, sur la blockchain, etc. Tous ces nouveaux outils qui vont de pair avec les nouvelles missions. Donc, je crois que ce soir, je suis très heureux d'accueillir Xavier Schneider, qui est pharmacien d'officine dans la région de Strasbourg et qui connaît parfaitement cette question du numérique en santé, enfin du numérique santé en pharmacie, puisqu'en fait, encore une fois, on partage des sujets et professionnels et pharmaceutiques. Donc voilà. Écoutez, donc n'hésitez pas à poser des questions par le chat, en levant la main. Je réactiverai vos micros si besoin. Et en cours de route ou après, etc. Donc on aura d'abord cet exposé, puis rapidement toutes les questions que vous vous posez sur ce thème. Voilà, ben je passe la parole à notre intervenant, que je remercie d'avance de nous éclairer sur ce numérique en santé pour la pharmacie. À vous. Oui, merci, merci, docteur Poitation, au nom de la SFDP. Je remercie aussi Monsieur Besançon, Luc, qui m'a recommandé à vos Oui, bons alors soins. Luc, je dois l'excuser pour ce soir. Il avait une autre obligation, mais il est tout à fait participant à l'organisation de ces réunions. Voilà, j'en profite pour le remercier aussi. Et bien écoutez, pour aussi remercier tous ceux ce soir qui me font l'honneur d'échanger avec moi. Donc, le numérique santé en pharmacie est une matière vivante, hein. Alors, ce ne sera pas parfait, hein, mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera je dirais quelques clés, en tout cas, pour commencer, pour ceux que ça intéresse, à creuser le sujet. Alors, 3 grandes thématiques qui, à mon sens, peuvent nous aider en pharmacie d'officine par rapport au numérique santé. Eh bien, ce numérique en santé peut nous aider à faire savoir tout savoir-faire métier, à mieux le faire savoir. Peut nous aider aussi à créer un continuum expérientiel physique et numérique, et je développerai ce sujet au long des différentes slides, et aussi à animer une communauté de santé, hein, on parle de pharmacie de proximité, pharmacie communautaire, effectivement, notamment par exemple au Canada. Et donc, c'est très important cette idée de communauté de santé, de proximité autour de la pharmacie. Alors, j'ai un certain nombre de slides, j'irai assez vite. L'idée, c'est pas forcément de les lire ou les détailler, c'est plutôt, je dirais que vous ayez, c'est un peu du pointillisme, que vous ayez quelques effectivement, impressions et que nous puissions échanger ensemble dessus. Et si l'une ou l'autre un autre de ces sujets attire plus votre attention, on pourra le creuser. Puis aussi quelques vidéos éventuellement que nous pourrons passer si nous avons le temps. Donc là, il est 20h13 et donc je pense prendre une petite demi-heure pour dérouler tout cela, soit vers 20h45, ce qui nous laisserait une petite demi-heure pour échanger, si cela vous convient. C'est parfait. Pas de souci, c'est parfait. Alors, j'espère déjà que ça va dérouler. Voilà, OK. Donc effectivement, donc l'apport du numérique santé en pharmacie et les perspectives d'avenir, hein, puisque là, c'est vraiment comme une matière vivante. On est au début de quelque chose d'assez nouveau. Donc on parle maintenant de quelques termes comme la santé connectée. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, notamment sur le mois de décembre,
Pour ceux à qui ça parle, de ChatGPT, donc qui est une intelligence artificielle qui permet d'avoir une conversation en langage naturel, de jumeaux numériques et un terme effectivement métavers, hein, qui lui-même n'est pas encore totalement bien défini. Alors vos attentes, donc j'invite effectivement ceux qui m'écoutent là, éventuellement, je dirais à alimenter, le chat, discussion en réunion de leurs attentes s'ils le souhaitent. J'essaierai d'y répondre ou sinon ça peut attendre effectivement, les questions. S'il y a des questions, je vous invite aussi là à les noter dans le chat ou, sur un bout de papier et à me les poser effectivement une fois que j'aurai déroulé l'intervention pour pouvoir revenir sur certains points si besoin. Donc la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, hein. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tellement, subir les changements, donc j'aime bien effectivement, soit en faire partie, voire peut-être un petit peu, je dirais, les alimenter ou être à l'origine, mais en tout cas, c'est toujours plus sympathique, je dirais, quand on accompagne que quand on le subit. Et la meilleure raison d'être d'une organisation, donc c'est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et donc, j'ai bien vu que la SFDP était une organisation. Eh bien, écoutez, j'espère que nous allons ensemble faire des choses extraordinaires. Essaye. Alors, donc, Pasteur aussi, un de nos maîtres, hein, donc, dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Donc là aussi, l'idée, c'est de se préparer à tout ce qui peut advenir, hein, et puis d'être attentif à notre environnement. Et très important aussi, d'Oscar Wilde. Donc la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Vous verrez que ce que je vais vous présenter vous paraîtra peut-être parfois ambitieux, mais c'est effectivement pour ne pas perdre de vue et d'avoir toujours cette intention en tête que de servir le plus grand bien. Alors, qui suis-je de là où je vous parle, effectivement, Pierre vous l'a dit, je suis pharmacien d'officine, donc Xavier Schneider, donc Xavier, docteur Schneider, puisqu'on a on est censé être entre docteur en pharmacie d'expression française. Mais j'avais une pharmacienne d'officine qui m'a dit un jour, Xavier, il vaut mieux être un grand monsieur qu'un petit docteur. Donc, alors, je suis grand par la taille, voilà, ça s'arrête là. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble d'égal à égal. Alors, donc, je suis pharmacien d'officine à Truchtersheim, petite ville alsacienne, près de Strasbourg, à peu près à 15 minutes. Donc, on est dans une zone rurale. J'expliquerai un peu, voilà, en ville, village alsacien, donc au sein d'un pôle de santé. Donc, pôle de santé K-Hub, qui compte 20 personnes, dont 6 pharmaciens. Alors, j'ai suivi différentes formations assez variées pour compléter mon cursus initial. Mais c'est une formation qui est très complète. Je ressentais le besoin, notamment avec l'évolution du métier, de la compléter par des formations en éducation thérapeutique du patient, en orthopédie, en démarche qualité. J'ai aussi fait un diplôme universitaire donc c'est en pluridisciplinaire pratique de santé connectée à Paris Diderot, un MBA en marketing et management et tout dernièrement un diplôme universitaire en leadership, méditation et neurosciences, parce qu'on parle beaucoup effectivement de sciences dures, mais aussi les sciences, les soft skills, comme on dit en anglais, les sciences donc douces, hein, je ne sais pas si on sait pas très bien en français, mais en tout cas, donc c'est tout ce qui accompagne en fait toute la science dure qu'on apprend, la science, je dirais, quantitative. Alors, j'ai 3 grandes passions, qui m'animent au niveau professionnel. C'est l'accompagnement thérapeutique coordonné, le bon usage du numérique en santé, on parle pas du bon usage du médicament, on peut aussi parler du bon usage du numérique en santé et la promotion de la prévention santé sous toutes ses formes. Une activité associative assez fournie, notamment avec, Harouna Daraza, donc qui est pharmacien, à Londres et qui donc parle très bien français aussi. Nous avons cofondé ensemble le PSN, le réseau des prescriptions sociales et prescriptions en santé numérique, hein. Alors je dirais effectivement qui dépend maintenant aujourd'hui de l'ISPA, qui promeut, tout ce qui donc relève des prescriptions, sociales au niveau international. Je suis aussi porte-parole du comité de valorisation de l'acte officinal, le CVAO, qui est présidé par Jean-Michel Morowski, secrétaire général du conseil de la e-santé qui est présidé par Myriam Moukal et donc administrateur suppléant du groupement Giropharm, coopérative de pharmaciens, ainsi que membre de la chambre syndicale du Bas-Rhin pour la FSPF. Donc, j'ai différents liens d'intérêt, je les mets là comme ça, effectivement, je les cite au moins une fois. Donc, je suis consultant, formateur, conférencier pour les sociétés suivantes, Pierre Fabre, donc Ascensia et Buell Connect, ça, c'est plus d'actualité, mais Décret certification non plus, mais par contre, Roche Diabète, Organon, Sanofi et Arrow, donc là, c'est le cas aujourd'hui.
Je suis aussi business angel, donc j'investis moi-même de mon argent et de mon temps pour accompagner les sociétés en numérique santé qui ont des projets que je trouve pertinents afin de effectivement les connecter entre elles aussi. Donc, à savoir donc Medpix, Bouge, Safety Travel, Pharma et moi, Alia, Digital for Win, AI Nounou, Hajime AI, Olivia, c'est l'année H a priori. Donc, CSLTD Tecto, Pharmacy Lunge, Lemur Innovation, Calia. Voilà, ça c'est effectivement en version un petit peu plus imagée. Donc là, je vais aller assez rapidement. Que ce qu'on peut noter, c'est que j'ai participé aussi à un certain nombre de hackathons en numérique santé au Hacking Health Camp, qui a lieu une fois par an à Strasbourg. Il y a aussi à Paris, à Lyon, dans plusieurs grandes villes. Et si vous avez l'opportunité d'y aller, je vous y encourage fortement. Ça permettra vraiment de vous ouvrir l'esprit au monde des développeurs, des designers, des autres projets de santé. C'est très, très enrichissant. Donc, je suis un pharmacien qu'on peut qualifier de digital. Hein, comme je vous l'ai dit, je suis passionné d'éducation thérapeutique du patient et de numérique santé. J'ai été d'ailleurs invité par d'autres confrères qui parlent notre belle langue française, à savoir donc, les confrères belges, près de Liège, par un groupement pharmaceutique. C'est une commande de leur écrire un livre 3-2-1 branché santé, alors qu'il n'est plus distribué aujourd'hui, mais qui a été distribué il y a plusieurs années dans les pharmacies d'officine pour les patients. C'est un ouvrage de vulgarisation du grand public que j'ai coécrit avec une bio-ingénieure, Sandra Schnock. Lors de hackathon, j'ai gagné effectivement quelques prix, notamment le tout premier, c'était la meilleure solution pour l'éducation en santé, NutriBird, un petit oiseau qui était déjà une forme d'avatar pour que les enfants apprennent à adopter des comportements un peu plus idéaux, ça veut dire manger un petit peu mieux, bouger un peu plus. Et donc, je suis intervenu une autre fois dans différents contextes. Et là, tout dernièrement, j'ai eu le plaisir donc, d'être interviewé par Denis Durand de Bussingen, donc journaliste au quotidien du pharmacien, sur le métavers en santé. Et donc, ça c'est quelque chose à laquelle, c'est mon opinion, mais qui est partagée ou non, hein, mais c'est que demain, les officines seront donc à la fois physiques et virtuelles. Alors, ça fait depuis mars 2016 que je me pose la question d'un parcours de santé virtualisé, donc à travers une sorte de maison de santé, parce que je me suis dit que construire des maisons de santé, ça coûte quand même assez cher et qu'on peut peut-être effectivement imaginer quelque chose. Ça fait depuis mars 2016 que je travaille sur ce genre de sujet. Un autre sujet sur lequel je travaille depuis effectivement quelques temps déjà, c'est une armoire à pharmacie connectée. Donc, comment est-ce qu'on peut effectivement créer un lien entre le domicile du patient et la pharmacie, non seulement sur tout ce qui est prescrit, mais aussi sur ce qui est non prescrit et sur ce que nous conseillons. Alors, mon projet Fil d'Ariane, c'est de participer à l'élaboration d'un réseau de santé interprofessionnel. Donc là, ici, regroupant les meilleures pratiques mondiales. Donc, je suis très, très bien donc, avec la CFDP ici, axé sur la médecine de précision, personnalisée, prédictive, participative, préventive, plurielle et de proximité. Là, ces deux derniers termes ne sont pas de moi. Je crois que je les ai empruntés à Madame Dahan, à Muriel Dahan. Et sur l'éducation thérapeutique du patient, dont le fonctionnement pourrait être facilité par l'usage du numérique en santé dans un cadre durable et collectif, basé sur la proximité et la confiance entre l'individu, les professionnels de santé et la société civile. Alors, mais il y a d'intérêt direct et ou indirect. Eh bien, au final, effectivement, c'est notre planète Terre, on n'en a qu'une, on vit dessus. Donc, il s'agit effectivement, quand on parle de santé, on parle de One Health, la santé globale, à la fois de la planète animale, végétale et de la nôtre en tant qu'être humain. Hein. Donc, bien sûr, ce sont aussi, mais il y a un intérêt direct et ou indirect. Donc, ce sont nos patients, les concitoyens, tous ceux qui m'entourent, hein, toute la communauté humaine et mon entreprise, la pharmacie cantonale, qui me fait vivre au quotidien et qui me permet aussi de mettre en place un cadre sympathique pour développer toutes nos actions de santé auprès de nos patients et du coup, voilà, de permettre aussi d'offrir un environnement de travail à plusieurs pharmaciens et préparateurs en pharmacie, ainsi que d'autres collaborateurs. Alors, la santé, donc d'après l'OMS, j'aime bien rappeler quelques définitions fondamentales qui posent le cadre. La santé donc, est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition est vraiment parfaite, en tout cas, elle est très intéressante. Hein. Vous voyez, effectivement, au niveau du bien-être, on n'a pas beaucoup parlé dernièrement de problèmes de santé mentale, mais il y a aussi effectivement la santé sociale. Donc, nous sommes
cadre sociétal aujourd'hui, technologique et économique en perpétuelle mutation, hein. Donc, et on peut faire le parallèle avec les médicaments, qu'on peut même appeler plus largement les solutions de santé. On voit effectivement que depuis, il y a un glissement, hein, depuis les années 1970, c'était encore les préparations magistrales, l'herboristerie, l'arrivée de la chimie, les blockbusters, la massification. Puis après, on est rentré de plus en plus en détail avec les progrès de la biologie, avec l'arrivée des médicaments génériques aussi qui remettent les propriétés intellectuelles en cause. Donc, on segmente de plus en plus, on va chercher des médicaments rares pour des pathologies complexes, pour arriver vraiment sur du sur-mesure, hein. Et là, on le voit, effectivement, ça commence effectivement maintenant à décoller avec ce qu'on appelle les thérapies digitales et les thérapies donc, géniques, avec des solutions qui se sont prévention autour du patient. Là, un exemple, effectivement, Movecard donc de Steven, donc, qui est une application, thérapie digitale, qui permet de coordonner un parcours de soins au niveau du cancer des poumons des patients et qui a prouvé donc, une efficacité d'augmentation de la survie chez les patients atteints de cancer du poumon d'environ 7,6 mois. Donc, numérique, une application qui n'a aucune action entre guillemets chimique, hein, mais qui permet, par l'optimisation du parcours de soins, donc à une action effectivement significative et augmente la survie des patients de 7,6 mois, ce qui est énorme. Alors, donc, on est dans un changement de paradigme sans précédent. Donc, ça, c'est quelques mots, effectivement, que vous avez déjà, je crois, découvert au précédent préalable lors de diverses conférences, notamment le terme de blockchain. Donc, on parle d'économie partagée collaborative, d'économie à coût marginal zéro avec les impressions 3D, de plateformisation de l'économie, on l'a vu avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, avec le deep learning, le machine learning, la robotique, tout ce qui est génomique, épigénétique, tout ce qui est lésomique, la réalité virtuelle a été augmentée. On aurait pu rajouter aussi donc, le métavers aujourd'hui. Donc, on est vraiment un changement technologique qui va en s'accélérant en permanence et des fois on a envie de ralentir. Notre ordre, effectivement, des pharmaciens en France a bien saisi l'importance de la question, hein, et donc a titré bien entre e-santé, exercice pharmaceutique et usage, tout, en parenthèse, sera et est connecté. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau des institutions de l'importance de ce phénomène. Un petit slide donc, qui reprend un petit peu, ça c'est, il me semble que c'était dans un ouvrage du Conseil national de l'ordre des médecins, donc, qui reprend un petit peu l'e-santé, la santé, la télémédecine, la robotique, donc c'est un champ effectivement très, 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 très large. Donc, tout ce qui est aussi système d'information, par exemple, numérique en santé, c'est aussi nos logiciels de gestion officinale dans nos officines, par exemple. Là, c'est un petit exemple. Il y a quelques mois, donc, un conseil Klein Blue Partners qui fait un panorama des acteurs de la digitalisation du parcours patient en France. On ne parle même pas du parcours de santé, hein, mais du parcours patient. Et vous voyez effectivement que déjà, il y a une foultitude effectivement, d'applications et de solutions en numérique santé à travers tout le parcours du patient. Donc, c'est extrêmement effectivement dense, hein, ouais, très touffu. Et donc, il y a une première promotion de start-up Paris Santé Campus, donc certaines pourront effectivement en parler un petit peu. Je crois qu'il y a par exemple Barracoda que j'évoque, Wazings aussi que j'évoque, et ainsi que deux, trois autres sociétés. Donc on peut, par rapport à tout ça, être un peu, comment dire, Lost in Translation, perdu, comme dans le film avec Bill Murray, donc au Japon. On peut être effectivement perdu avec des repères qui changent complètement. Donc comment imaginer ce métier d'ici 3 ans et dans 10 ans? Là, on peut observer une petite minute de réflexion. Est-ce que nous sommes réellement indispensables dans le circuit de santé? Est-ce que nous sommes remplaçables par des algorithmes? Et donc, vous voyez effectivement ces acronymes, hein, donc non pas algorithmes, mais acronymes, GAFAMS, Batix, Natu, donc signifie donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Samsung. Alors, le F aurait pu être remplacé par un M, puisque maintenant Facebook s'appelle Meta. Les Batix, donc c'est leur équivalent plus ou moins asiatique, Baidu, Alibaba, Tencent, Exaidu, et Natu, donc ce sont effectivement alors, on parle des intermédiations, moi je parle plutôt de réintermédiation quelque part, puisqu'on a effectivement des tiers qui viennent se mettre entre le citoyen et le producteur de contenu ou le producteur de services, donc comme Netflix, Airbnb, Tesla et Uber.
Donc, c'était tiré du moniteur des pharmaciens il y a bien longtemps déjà. Donc, Google a un monopole à venir en e-santé. On y reviendra peut-être par la suite. Il y a un ensemble d'acteurs, effectivement, qui vont se positionner en tant que nouveaux entrants. Donc, si le pharmacien d'officine, industriel, pharmaceutique, hospitalier, bref, si les docteurs en pharmacie ne prennent pas la mesure des enjeux, eh bien, effectivement, il y a d'autres acteurs, de la nature hors du vide, hein, qui prendront cette place. On voit notamment effectivement Amazon qui s'intéresse de très très près au monde de la santé, notamment aux États-Unis, Amazon Pharmacie, hein, donc qui livre des médicaments tout prêts en préparation de doses administrées en pilulier. La Poste aussi qui s'intéresse au portage de médicaments. Quelques pharmaciens d'officine un peu plus aventuriers qui effectivement proposent des services de livraison d'ordonnances en pilulier, là aussi un peu en copie de ce que fait Amazon Pharmacie, comme Mon Ordo, mais avec une vision vraiment de parcours de soins intégrés, donc qui est quand même assez intéressante, hein. Nos collègues allemands, Zur Rose, avec Doc Mux Apotheke, proposent des parcours digitaux très bien faits aussi. Nous avons bien sûr aussi nos collègues infirmiers, encore plus peut-être maintenant avec les infirmiers de pratique avancée qui proposent des suivis patients, hein, de la prise médicamenteuse, de la lésion thérapeutique, hein, voilà. Donc ça aussi, effectivement, alors l'idée c'est de travailler bien sûr avec et pas les uns contre les autres, mais il faut quand même être conscient que, je dirais, si nous ne nous positionnons pas à ce niveau-là, d'autres le feront à bon escient. Et donc, il y a aussi les centres de soins primaires, notamment Elsan ou Ramsay. Donc, on commence à créer des centres médicaux de proximité avec des plateformes de téléconsultation. Donc là, effectivement, c'est un travail qui avait été fait par Monsieur Noguero, à qui je l'ai emprunté, pour voir tous les nouveaux entrants. Et donc, on pourrait dire qu'un conte de fées des temps modernes commencerait ainsi. Il était une fois une entreprise qui n'avait pas besoin d'évoluer. Donc, entreprise, on peut aussi entendre au sens très large la profession pharmaceutique ou tout, d'ailleurs, secteur d'activité. Donc, nous sommes perpétuellement en adaptation, en évolution. On peut faire comme effectivement, se fera petite grenouille, se cacher les yeux, se cacher les oreilles, trois petits singes aussi, voilà, et ne rien dire. Mais donc, ce serait reculer pour mieux sauter. Donc, on a finalement une multitude d'options, hein, mais entre, je dirais, une absence totale d'humain, une sorte de santé déshumanisée. Donc là, c'est une opinion pour discuter, mais pour moi, effectivement, on n'a pas de futur, en tout cas, pour nous en tant qu'êtres humains. Ou alors, on peut y mettre du sens humain et puis un futur. Donc, la conduite du changement, un grand sujet. Alors, il se trouve qu'en tant que pharmacien d'officine, on est bien placé pour y répondre. Euh, J'aime bien cela, effectivement, dire un peu en boutade, mais ce n'est pas totalement effectivement inexact dans le sens où on a quand même une très belle formation. Donc, bien, M. Degène, prix Nobel de physique en 1991, qui a été qualifié d'Isaac Newton de notre temps par l'Académie de Suède, il me semble, de Suède. Donc, de par l'étendue de leurs connaissances, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir appréhender l'ensemble du monde réel. Alors, je dirais effectivement, c'était écrit en 91. Là, nous sommes maintenant en 2023 et je dirais que nous avons besoin aussi d'autres professionnels qui sont capables d'appréhender l'ensemble du monde réel, hein, notamment nos amis, collègues médecins, par exemple. C'est une citation que nous devrions mettre en tête de toutes les interventions de la SFDP. Ben, écoutez, elle est, comme on dit, en open source à ce niveau-là. Alors, hop. Et donc, c'est très important pour moi, c'est cette conduite du changement, effectivement, essayer de mettre plus de sens humain. Et je pense que la voie d'avenir, effectivement, enfin, qui pour moi la Pax Romana, enfin, Pax Romana, plutôt la Vox Romani, qui est vraiment le chemin principal, c'est de mettre en place une collaboration étroite entre professionnels de santé, entre la ville, entre l'hôpital et les patients, y compris leurs aidants, afin d'avoir des connaissances partagées et de mettre au point un savoir collaboratif. Et donc de renforcer les relations qui existent entre les professionnels de santé et les citoyens. Notamment, il y a par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, c'est très très intéressant d'échanger sur une relation de co-construction là, et qui permet de générer confiance et transparence dans nos relations de santé. On voit aussi que l'État, effectivement, accompagne ce mouvement. Il l'a fait, bien sûr, depuis de nombreuses années, mais là, on a quand même quelque chose, un outil qui commence à être vraiment, je dirais, avoir une efficacité opérationnelle de plus en plus importante. Et c'est tant mieux.
notamment effectivement avec le plan Ma Santé 2022. Donc, on a maintenant un identifiant national de santé, INS, qui nous permet, dans Mon Espace Santé, de partager de l'information et d'être enfin interconnectés les uns aux autres. Donc, bien sûr, il y a encore un immense travail, hein. Il y a des Ségur, effectivement, numérique santé, de différentes branches, la pharmacie. Nos LGO commencent maintenant à faire cette mutation, très importante, hein, où on passe d'un logiciel de gestion officinale à un logiciel de santé officinale, en quelque sorte, quoi. Donc, on commence, et puis qui discute avec, potentiellement, qui peut discuter avec les logiciels des biologistes, avec les logiciels de l'hôpital, avec les logiciels des médecins, des infirmiers, etc. Donc, on arrive du coup maintenant de plus en plus à partager la santé. Alors là, pour l'instant, on est encore, je dirais, au début, hein, de ce chemin, mais c'est un chemin, effectivement, qui est maintenant entamé et avec efficacité. Donc, on a aussi ce cadre réglementaire très important, effectivement, que les lois et les cadres réglementaires suivent aussi l'évolution des besoins et de la société. Donc, nos syndicats ont négocié une convention donc, tout récemment, donc, qui date du 31 mars 2022, avec des mots quand même très forts, hein. On parle de maintenant, effectivement, de virage numérique inédit, d'enjeux environnementaux, d'actions de prévention. Euh, on a effectivement un certain nombre effectivement de reconnaissance de la capacité de la profession à accompagner les citoyens et la population, l'État, dans ces nouveaux défis. Donc, on parle de virage ambitieux en matière de numérique en santé. Avant, bientôt, la e-prescription, hein, qui va certainement aussi être une révolution dans nos pratiques. Alors là aussi, quelque chose que j'aime bien aussi rappeler, c'est les rôles et missions du pharmacien, parce que des fois on dit oui, enfin nous c'est les médicaments, le reste, bon, ça peut arriver qu'on soit un peu réducteur nous-mêmes sur notre propre, comment dire, capacité à accompagner des patients. Donc c'est dans la loi, hein, voilà. L'éducation pour la santé est une obligation déontologique pour le pharmacien. C'est pas genre j'ai pas envie de le faire, c'est une obligation déontologique. Donc effectivement, donc on doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Et donc, après, on a des missions qui peuvent être plus ou moins optionnelles, hein, mais les missions des formations d'officine donc, mentionnent qu'on contribue aux soins de premier recours, parmi lesquels l'éducation pour la santé, la prévention et le dépistage, qu'on peut effectuer certaines vaccinations, dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel, et bientôt on pourra même effectivement en prescrire, ce qui est une petite révolution en soi aussi. On peut participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients. Et en outre, le décret donc, du 3 octobre 2018 et bien maintenant, on peut aussi donc donner des conseils, des prestations qui veulent être facturées, hein, sans qu'elles soient rendues aux patients, qu'on peut proposer donc dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, dont notamment la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé, parmi les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé. Nous pouvons aussi participer au dépistage des maladies infectieuses et non transmissibles, donc tout ce qui est donc les maladies chroniques, et la réalisation d'actions de suivi et d'accompagnement pharmaceutique, ce qui est un champ extrêmement large. Donc, le pharmacien est non seulement l'expert du médicament, mais c'est aussi l'expert des solutions de santé. Donc là, on parle d'interventions non médicamenteuses qui nous permettent effectivement, à travers aussi d'accompagnement psychologique, physique, nutritionnel, numérique et élémentaire, à l'aide de préparation, on peut effectivement accompagner le patient de nombreuses manières, en fait, au-delà du médicament. C'est quelque chose, je pense, qui est très important que nous ayons à l'esprit. Ça va aussi alimenter nos échanges par la suite. Alors, je vais être très, très rapide parce qu'il ne s'agit pas effectivement de parler en spécificité de ce que j'ai fait ou de ce que je suis en train de faire, mais plutôt effectivement de donner quelques petits éclairages. Donc voilà, la pharmacie à Truchtersheim, on a parlé donc avec une ville de 4000 habitants, on a une clientèle qu'on peut dire qui est CSP+, hein, donc on a très très peu de patients à la couverture médicale universelle, hein. On a effectivement des patients qui ont plutôt type cadre supérieur, propriétaire agricole, avec une zone chalandise un peu préservée, entre guillemets. La pharmacie la plus proche est à plus de 10 km, une zone de 25 000 habitants, ce qui explique aussi que la pharmacie a été assez importante et qui nous a permis de mettre en place différentes missions assez ambitieuses. Mais bien sûr, on n'est jamais tout seul, hein. Internet arrive de deux parapharmaciens en 2008, à peine comment dire que j'étais installé. Donc voilà, on n'est jamais effectivement tout seul, hein, et c'est tant mieux, puisque voilà, la concurrence est source aussi de créativité. Donc, quand je suis arrivé en 2008, enfin, moi, c'était vraiment dans son jus. Donc, on a digitalisé, on avait un site vitrine dès 2009, on a robotisé, etc. Donc, on a mis en place
une démarche qualité avec déjà à l'époque une sorte d'intranet pour gérer nos missions et nos actions. Et on a aussi travaillé sur l'expérience client-patient en digitalisant effectivement une partie de ce parcours dès 2012. Donc, c'est leitmotiv, ce mantra est toujours resté vrai depuis maintenant bientôt presque 15 ans. Donc, ensemble, aujourd'hui, pour votre santé de demain. Maintenant, on l'a modifié. Maintenant, c'est ensemble, aujourd'hui, pour la santé de demain, qui est plus inclusive, du coup. Donc, là, toujours, effectivement, là où je vous parle de partage d'expérience, donc on a transféré la pharmacie qui était avant dans un bâtiment qui datait de 1887. Donc, voilà, plus d'un siècle, un siècle et quart d'existence, du 4 au 20 rue de la Gare. Donc, dans un bâtiment qui nous permet, dans un sein d'un pôle de santé, de vraiment de déployer l'ensemble des services que nous souhaitions, comment dire, que nous souhaitons réaliser. Donc, bien sûr, effectivement, accompagné de la coopérative Giropharm par rapport à des questions d'agencement, etc. Donc, nous avons donc effectivement mené ce projet à bien, ainsi qu'avec l'aide, bien sûr, de toute une équipe à nos côtés. Donc, vous voyez effectivement à côté de ma photo celle du docteur Berbach, de Julie, mon associé, hein, effectivement, sans qui j'aurais eu beaucoup de difficultés à mener ça à fond et, comment dire, de manière correcte, ainsi que notre assistante de direction, Madame Reynard, et toute l'équipe de nos pharmaciens et préparateurs en pharmacie, logisticiennes, secrétaires médico-sociaux, etc. Donc voilà, effectivement, une réussite est avant tout un travail d'équipe. Donc, mon associé a plutôt orienté donc phytothérapie, et aromathérapie et phytonutrition, ce qui va compléter un petit peu mon parcours. Et donc, les valeurs qui nous animent, donc, que je pense certains d'entre vous, effectivement, partagent peut-être, donc l'engagement, la bienveillance, la solidarité, la responsabilité, la créativité et le partage d'expérience. Donc, on a le droit à l'échec aussi. Quand on teste de belles choses, des fois, on se plante. L'excellence, ça c'est, on tend vers, et toujours, effectivement, la confiance, hein, qui est centrale dans nos valeurs. Et donc, notre positionnement, eh bien, c'est à l'aide de notre promesse, qui est aussi celle d'un hub de santé territoriale, de pouvoir effectivement remplir notre mission, qui est celle d'accompagner nos patients et clients dans l'adoption des meilleurs modes de vie possibles pour leur santé et celle de leur entourage, à travers la proposition de conseils et services en pharmacie dans le cadre d'un écosystème durable et collectif. Donc, les messages clés que nous essayons de faire passer, c'est la prévention avant tout, l'accompagnement tout au long de la vie, la santé de proximité au niveau d'une équipe, un certain nombre de services et l'éco-responsabilité. Donc voilà, ça c'est effectivement le plan de la pharmacie. Donc, la, la pharmacie, donc, effectivement, à découvrir aujourd'hui. Donc, on a effectivement de nouveau un système intranet avec la digital farming qui nous permet d'avoir la bonne information, la bonne action, la bonne personne au bon moment. Ça, c'est encore en cours. Hein. Ce n'est pas totalement effectivement mis en place chez nous, mais on y travaille en tout cas. Parce que tout changement effectivement technologique nécessite aussi de l'investissement et du temps. Là, donc, on a sur notre téléphone maintenant, en plus, on peut suivre nos actions, on peut même gérer depuis le téléphone la température du réfrigérateur. Là, à l'époque, c'était donc le centre Covid qui était distant d'environ 1 kilomètre, peut-être plutôt 500 mètres pour le coup, c'est juste à côté, mais donc dans l'espace terminus, la salle des fêtes de la ville. Donc, on peut suivre à distance la température d'un frigo. Et donc là, on est dans le Web 3.0, donc dans l'IoT, l'Internet des objets. Et demain, pourquoi pas, imaginer qu'on puisse, comment dire, pharmaciens, médecins, infirmiers, etc., suivre la température de nos patients à distance de la même manière. On peut suivre un frigo qui génère des alertes. On peut imaginer qu'on puisse faire pareil pour des patients. Donc là, toute une activité aussi de sport santé pour accompagner nos patients. Là, c'est le bureau de la chiropracteur. C'était Boulle, qui propose un accompagnement pour les patients, qui est labellisé donc Prescrimove. Hein. Donc l'Alsace a été assez précurseur dans ce domaine-là. Donc, un concept aussi, j'ai rendez-vous avec ma santé, donc qui s'adresse à 3 grandes cibles que vous connaissez, hein, les seniors, donc les patients chroniques, et aussi tous les patients effectivement en bonne santé à travers l'activité physique et la nutrition. Et par extension, tous ceux qui vont chercher de l'information sur Internet, hein, notamment genre en surpoids, qui veulent arrêter de fumer, les femmes enceintes, ceux qui souffrent d'hypertension. Donc, il y a beaucoup de gens effectivement qui manquent d'informations et que nous pouvons accompagner. Donc ça, c'est effectivement, on est sur 3 niveaux. Donc là, c'est le niveau inférieur, en rez de parking au niveau de la pharmacie. Donc où on a un espace qui est dédié vraiment spécifique au maintien à domicile et à la prévention santé. Là, ici, donc un espace qui nous permet de faire des actions
euh, donc d'accompagnement, notamment le sport santé, des actions collectives aussi, l'éducation thérapeutique, nos réunions d'équipe de soins primaires et aussi celle de la CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé en cours de construction. Donc, venons en fait, au fait, d'ailleurs, j'ai dépassé mon temps déjà, donc je vais déborder d'un quart d'heure. Je suis allé vite, mais il y a beaucoup d'informations, effectivement. C'est important de poser le cadre quand même, effectivement, pour Non, mieux mais il n'y a pas comprendre. de souci, vous pouvez continuer. Donc, construire un écosystème digital pour le patient. Bien, ça se passe effectivement, parce que si on fait tout dans le numérique, alors quel intérêt d'avoir une pharmacie d'officine? Quel intérêt pour le patient de venir chez nous au final? Hein, c'est vrai que ce serait peut-être plus pratique, mais on perdrait quand même beaucoup en contact. Tout ne peut pas se faire effectivement à distance. Il y a ce côté effectivement de ressenti, comme on dit effectivement entre êtres humains, on se sent. Hein, voilà, on reste effectivement aussi un peu des animaux aussi. Et donc, mais au-delà de ça, on a aussi ce contact d'âme à âme parfois. Et donc, ça, c'est, comment dire, je pense, important de garder un contact physique avec nos patients et de proposer des services qu'on ne peut pas délivrer à distance. Mais en même temps, on peut aussi, je dirais, avoir des points de contact à distance aussi. Ça va renforcer la relation au total. Donc l'expérience client, elle se vit à chaque moment, effectivement, l'interaction entre le client et l'officine, mais pas seulement que dans l'officine, elle se vit aussi avant l'officine et après l'officine. Et donc, et là, c'est donc dans l'officine, on a un ensemble de services, donc analyse de la composition corporelle, repérage des neuropathies périphériques, prise de mesures pour des semelles podologiques, analyse cutanée et capillaire, analyse du stress. Là, on a effectivement, on était en expérimentation pour apprendre à une caméra à repérer notre tension artérielle au niveau donc, je dirais du visage. Voilà, donc c'est quelque chose qui maintenant, je dirais, fonctionne de mieux en mieux. Donc c'est-à-dire que demain, effectivement, nos téléphones pourront déjà être des premiers appareils d'interprétation à distance. Voilà, on est quand même sur cette espèce de miniaturisation quand même. On avance au fur et à mesure, mais c'est toujours effectivement de proposer des services, je dirais, de niveau supérieur en pharmacie pour que les gens aient un intérêt à y venir, non seulement effectivement parce qu'ils ont affaire de vrais êtres humains qui ont encore toute la sphère à la fois physique, mentale, mais aussi sociale, mais aussi effectivement de leur apporter un niveau de service qu'ils ne peuvent pas, je dirais, retrouver chez eux aujourd'hui en termes d'investissement. Donc, ça, c'est le pendant de cette offre donc digitalisée aussi. Donc, là, on travaille sur notre site internet. Là, ce n'est pas totalement abouti encore parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant. Et donc, on est en train de mettre en place une sorte de jumeau numérique de la pharmacie à l'aide d'une solution qui s'appelle Matterport et qui permettra de pouvoir visiter la pharmacie en 3D, de pouvoir cliquer sur certains liens et d'accéder à certains services pour les découvrir. C'est encore une page d'attente pour l'instant, mais on a un site service voilà, qui est celui-ci, à l'entrée avec la société Me Soigner. Et donc, il nous permet déjà d'avoir un back-office de qualité qui permet aux patients de prendre rendez-vous pour les tests Covid, pour les vaccinations, qui nous permet aussi de suivre nos bilans partagés de médication, nos divers entretiens aussi. Donc, qu'on peut réserver effectivement des rendez-vous pour des semaines orthopédiques sur mesure, pour faire des tests antigéniques, mais aussi on peut réserver pour des événements, là par exemple le sport pour la femme enceinte ou des ateliers d'aromathérapie. L'idée c'est que la pharmacie soit aussi un lieu de vie en fait, hein, que ce soit en physique ou en virtuel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait. C'est pas juste je viens qu'une ordonnance, je consomme du soin. Non, c'est je viens effectivement pour apprendre quelque chose, pour partager un moment intéressant pour ma santé et avec mon professionnel de santé. Donc là, on peut prendre un rendez-vous. Là, c'est quelque chose donc, qui n'est pas conventionnel, hein, quelque chose qu'on propose sur un mode donc, payant pour le patient. Donc là, on propose un entretien de 40 minutes. Par exemple, là, on va fixer le prix à 30 euros. Donc le patient prend rendez-vous avec nous et on prend le temps ensemble, parce que c'est, comment dire, cadré, d'aller au fond des choses. Donc ce n'est pas un bilan partagé de médication, parce qu'ils sont réservés aujourd'hui dans la loi de manière remboursée des patients de plus de 65 ans, avec une affection de longue durée et un certain nombre de traitements participatifs au nombre de 5. Mais voilà, ça permet à des patients par exemple, qui par exemple, font une initiation de traitement, peut-être d'avoir effectivement un accompagnement renforcé s'ils le souhaitent.
pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'acte par rapport à ça. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir une solution, donc 24 heures sur 24 aussi, autant que possible, parce que quand on est malade la nuit, alors on peut aller à la pharmacie de garde, et là, on a un super réseau qui existe, heureusement, mais il y a des fois, effectivement, on pourrait avoir une réponse à sa question sans forcément embêter le pharmacien pour des choses assez simples. Donc, ou avoir un premier niveau de réponse aussi, par exemple, pour une boîte de lait. Hein, voilà, peut-être pas besoin d'aller à la pharmacie de garde. Voilà, c'est aussi une façon de répondre de manière, je dirais, omnicanale et en permanence. Et donc là, c'est une réflexion sur un méta-multi en pharmacie en santé. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme action à l'officine au sein d'un pôle de santé? Eh bien, et ça, c'est donc le parcours que peuvent avoir nos patients au long de son voyage dans la santé. Donc, il y a une étape de pré-diagnostic, hein, qui est souvent donc, en pharmacie au final. Et si on fait bien notre travail, on peut orienter le patient de manière efficace vers le médecin pour qu'il n'y ait pas d'errance au diagnostic. Le médecin, bien sûr, effectivement, donc, pose le diagnostic, met en place le traitement. Donc, sans rien en pharmacie, hein, on lui réexplique comment on prend son traitement, on fait le point avec lui, on donne des conseils aussi complémentaires, et on espère qu'il y a une étape de normalisation après, que tout va bien et qu'il puisse guérir. Hein. Si c'est une maladie chronique à ce moment-là, eh bien, c'est au moins limiter les choses dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire. Donc, à chaque point qu'on voit là, effectivement, notamment dans la phase pré-diagnostic, traitement et normalisation, le pharmacien peut apporter quelque chose. Et quand il se coordonne avec le médecin, quand le couple médecin-pharmacien est en place, là, on a une solution très, très forte en termes de valeur ajoutée pour le patient. Donc, on l'a dit avant, pendant, après, que digitaliser. Donc, on peut effectivement numériser un certain nombre de choses dans nos officines. Hein. Il faut toujours penser aussi au back-office, hein, qui nous fait perdre beaucoup de temps, qui est une pollution logistique par rapport aux activités de santé. Et donc, cette pollution peut être effectivement en fait, transformée en quelque chose de positif quand elle est bien menée. Donc, au niveau des services qu'on peut rendre dans la détection préventive, parce que ma société Detecto propose aux pharmaciens un plateau de e-dépistage qui permet, à travers une série de questions très courts, hein, c'est pas effectivement de passer plus de 5 minutes dessus, mais de commencer effectivement à alerter un patient qui vient à la pharmacie, je suis fatigué, j'ai envie de perdre du poids. On peut s'arrêter à donner un traitement complément alimentaire pour maigrir ou un peu de vitamine C ou un multivitamine, NIC, mais ce serait comment dire, une perte de chance pour le patient. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un cadre et un protocole pour orienter du mieux que nous pouvons nos patients. Donc là, l'idée, c'est de travailler bien sûr en coordination avec les médecins et aussi donc, les infirmiers qui peuvent se rendre à domicile pour poser des éléments plus techniques avec des retours d'information. Donc la prévention aussi, donc c'est un exemple, c'est Medvir, qui propose d'analyser, de faire l'anamnèse du patient et de recueillir un certain nombre de comportements qui peuvent être générateurs de risques à l'avenir. Donc ça permet de créer un pont entre, on commence à avoir la question de jumeaux numériques, hein. Donc on commence à faire donc, un pont entre le soi d'aujourd'hui et le soi de demain. Si demain, si je ne change pas mon comportement, quels sont les risques supplémentaires que je risque d'avoir du diabète, que je risque d'avoir une attaque cardiaque, etc., un mal de dos, voilà. Et donc, si je modifie mon comportement, on peut le faire du coup en temps réel avec le patient, eh bien, on peut voir que ces paramètres-là baissent dans certains cas. Donc, et ça peut aider le patient conscience des choses, conscience des choses, c'est très bien. Mais comment on change? Donc là, c'est aussi du prochain médicamenté que vous connaissez, je pense, dans le cadre du sevrage tabagique notamment, mais ça, c'est quelque chose qui est applicable pratiquement à tous nos comportements. Et donc, eh bien, on peut changer avec l'aide d'un tiers extérieur. Alors, la motivation est intrinsèque, bien sûr, il faut avoir envie de changer pour commencer. Donc, mais une fois qu'on a cette envie-là, eh bien, on peut s'aider d'un de santé, pharmacien notamment, à travers l'aide d'éducation thérapeutique du patient ou d'entretien motivationnel. Et là, on est dans un esprit de co-construction, en fait, pour aider nos patients à changer. Donc là, on réaborde la question du numérique aussi en santé. La PAMP Hajime AI propose donc de mettre les data science et les sciences comportementales au service de la décision thérapeutique à travers un modèle qu'on appelle donc la théorie du comportement planifié, et qui permet, en creusant avec le patient quelles sont ses connaissances du traitement, quels sont son entourage au niveau du soutien, quelles sont ses compétences, et bien, de travailler sur l'intention d'observance et de lui proposer les bonnes actions à faire au bon moment. Voilà. Donc, on est comme une sorte de pharmacien augmenté dans le tract, puisqu'on sait effectivement, on a des préconisations d'actions à mener pour être au plus juste auprès du patient. Là, c'était un projet qui s'appelle Pharma et moi, sur lequel j'avais collaboré pour monter une communauté de santé, mais l'interface est un peu vieillissante. Mais l'idée, c'était voilà, de créer une sorte de Facebook de la santé, mais bien sûr, sécurisé.
Donc, voilà, peut-être un exemple de document qu'on met à disposition du patient et maintenant, on peut l'accompagner et suivre aussi son état à travers différents questionnaires. Bon, la blockchain, on a déjà parlé ensemble. Ça permet aussi de générer, peut-être effectivement, de récompenser le patient s'il adopte des bons comportements. Par exemple, aux États-Unis, ils ont une brosse à dents connectée. Si vous brossez les dents, eh bien, Colgate vous donne quelques petits cents de dollars pour vous acheter du dentifrice. Bien sûr, effectivement, il y a du marketing derrière, mais c'est plutôt aussi quelque chose d'intelligent qui promeut finalement les bons comportements. Et donc, on peut maintenant aussi aborder la question du télésoin, du maintien à domicile et du télésuivi. Tout récemment, donc, les décrets sont parus. Euh, donc, tout ça demande du temps. euh, et il y a certaines sociétés donc, qui peuvent nous aider, encore une fois, dans le cas du pharmacien augmenté, des solutions qui peuvent sécuriser notre dispensation. Là, ça va au-delà de ce qu'on a dans nos LGO, puisque donc, ça détecte effectivement nos erreurs en temps réel par rapport à l'ordonnance qui est scannée et par rapport à ce que nous avons effectivement délivré. Donc, il y a effectivement cette reconnaissance là qui se met en place et demain, ça pourra encore peut-être aller plus loin. Là, c'est une solution qui s'appelle l'immunovation qui permet là de qualifier notre bilan parfait de médication et de passer 20 minutes plutôt que 90 minutes si on veut le faire effectivement de manière approfondie. Donc là aussi, nous permettant de nous concentrer sur la relation avec le patient. Un exemple de pilier connecté qui permet donc de suivre certains patients donc, tout au long de leur parcours de santé sur des traitements critiques, comme par exemple tout ce qui est greffe pour le rein. Donc, on prend effectivement des médicaments donc anti-rejet et on sait aujourd'hui qu'il y a un rein sur 5 nouvellement greffé dont la greffe ne prendra pas parce que l'adhésion thérapeutique n'a pas été bonne. Donc, 20% de déchets pour des greffes de rein, c'est beaucoup trop. Donc, ce genre de système permet effectivement d'augmenter de manière drastique l'adhésion thérapeutique des patients et donc de gagner en efficacité de soins. On sait aussi que l'adhésion thérapeutique, vous le savez, donc MSD a fait une étude sur l'inergie pour le cholestérol. On sait que sur 8 boîtes de 28, pardon, sur 13 boîtes de 28 comprimés, seules 8 boîtes sont prises par le patient, dispensées par le pharmacien. Et sur ces 8 boîtes, on estime qu'à peu près 5 ou 6 boîtes sont prises par le patient. Donc, on retrouve de 40% seulement de patients, effectivement, qui ont une bonne adhésion thérapeutique. Donc là, il y a un champ majeur d'amélioration pour la santé. D'où effectivement l'idée de la pharmacie connectée aussi. La Exact Cure a travaillé sur un jumeau numérique du patient pour voir et quantifier, qualifier tous les effets indésirables de manière individualisée. Donc, on peut rentrer son poids, son genre, son âge, parce que effectivement, qu'un médicament chez une femme et un homme n'aura pas les mêmes effets. Hein. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a beaucoup de temps, plus ou moins, à mettre en place dans nos études cliniques. La taille, bien sûr, mais aussi tout ce qui est bilan sanguin, le statut hépatique, le statut rénal, le profil génétique. Et donc, on peut, par exemple, voilà, on peut calculer, par exemple, pour le paracétamol, on peut calculer voilà, l'accumulation, effectivement, plasmatique du paracétamol dans le sang. Donc là, on a tout un parcours autour du médicament. Là, ce sont des Suisses qui travaillent dessus. Et là, on a l'accompagnement du patient chez lui à la maison avec toute une série de vidéos comment dire, que le pharmacien peut adapter au patient pour qu'il puisse rentrer chez lui à la maison et pour revoir. Donc là aussi, on est dans l'amélioration de la vision thérapeutique et de l'accompagnement du pharmacien, y compris au domicile du patient à distance. Barracoda, donc société française, qui a donc cet exemple de miroir connecté qui permet de calculer fréquence cardiaque, tension artérielle, un certain nombre de la température, un certain nombre de facteurs donc à l'aide d'un miroir connecté et qui permet aussi de générer des comportements possibles pour la santé du patient et qui peut être un moyen pour le pharmacien peut-être d'échanger à distance avec le patient chez lui à la maison. Donc, Hainu qui permet objet connecté dédié aux seniors qui propose de faire un continuum entre la maison, la pharmacie et l'hôpital. Les seniors vont un peu plus à l'hôpital à travers différents objets connectés. Donc là, c'est la pharmacie 4.0. Donc, voilà, on va un petit peu avancer. Là, là, c'est du point of care. C'est de la chimie sèche, donc pour notamment ça paramètres comme des dimères. Aujourd'hui, en pharmacie, ce n'est pas permis, mais demain, ça pourrait peut-être l'être, bien sûr, en co-construction avec nos amis biologistes. Donc voilà, c'est un kit, effectivement, pour les seniors, pour permettre de suivre à domicile. Donc, on a une balance connectée. On a une balle de préhension qui permet donc de mesurer la sarcopénie, donc la dénutrition. Très, très important, ça, effectivement, un des facteurs majeurs de chute de la personne âgée, effectivement, et du coup, de comorbidité, de décès par la suite.
le petit capteur blanc en dessous de cette balle jaune, c'est un capteur Saint-Gobain qui permet de voir l'environnement du patient, donc le bruit, la lumière, la température, l'humidité, qui permet de voir si le patient vit dans un environnement sain. Donc là, vous avez aussi un tensiomètre et un oxymètre, et vous avez aussi un test ADN. Alors, en France, ce n'est pas permis, mais dans d'autres pays, notamment en Asie, effectivement, c'est possible. Et ça amène un certain nombre de paramètres complémentaires qui comment dire, permettent de travailler effectivement un jumeau numérique de plus en plus précis. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a cette idée d'avoir une vision globale du patient. Donc là, c'est un partenaire, là, on est sur le pilote national pour Rising aussi, donc qui est une des 12 applications dans le store Mon Espace Santé. Donc là aussi, c'est quelque chose de très sécurisant pour le patient parce qu'il sait que là, ils ont franchi toutes les fourches codines de l'État en termes de sécurité des données de santé. Et donc, ils vont proposer différents objets qui vont permettre là aussi d'alimenter cette notion de jumeau numérique. Donc là, c'est un nouveau produit qui va sortir, qui vient de sortir là au début de cette année. C'est une balance qui permet d'avoir une analyse de la composition corporelle, non seulement main-main, mais aussi pied-pied, donc quelque chose qui est très très fin, de calculer l'âge cardiovasculaire. Enfin, on va très très loin, vous voyez. Et donc, dans la vision qu'a Withings, et que je partage, c'est que là, on va pouvoir, avec un certain nombre de paramètres, pouvoir, vous voyez, adresser nutrition coaching nutritionnel, la santé mentale, suivre l'activité jusqu'à orienter vers un support médical. Et là, donc, on travaille avec eux aujourd'hui sur un suivi de la pression artérielle à distance. Ça existe déjà, ils le font déjà aux États-Unis. C'est remboursé par donc, le système de sécurité sociale américain, et donc de manière assez importante d'ailleurs, parce qu'il y a des effets très importants pour la santé des patients. Et s'ils le font, c'est que le ROI, le retour sur investissement, est bien là. Voilà. Et donc là, on s'appuie quand même sur du bilan de médication pour construire effectivement ce suivi à distance, mais qui aujourd'hui est quelque chose de payant, puisqu'il n'y a pas d'acte par rapport à ça. Donc, il y a un article très récent que je vous invite à lire donc, dans Nature, Multimodal Biomédical AI. Donc là, vous voyez effectivement l'ensemble des paramètres, je dirais, qui sont alimentés par ce jumeau qui peuvent alimenter ce jumeau numérique. Donc, voilà. Alors, mon jumeau numérique est-il malade? Ça, c'est effectivement la question demain à laquelle nous pourrons répondre. Déjà, plus ou moins aujourd'hui, mais demain encore plus. Voilà, les petites choses d'animation rigole, je peux vous montrer, mais là, le temps file. Oui, c'est très important ça, c'est donc de comprendre qu'en fait, nous sommes déjà passés d'une logique de produit à une logique de service. Et ces services, en fait, vont générer de la data, de la donnée. Et cette donnée-là, soit effectivement, on s'en empare, et afin de l'interpréter lors d'échanges que nous avons avec nos patients, parce que la donnée seule, froide, des fois, effectivement, on peut tout faire dire aux chiffres, hein. Et donc là, il est important aussi de corroborer à notre capacité analogique à ressentir les choses aussi avec le patient. C'est très, très important. Et donc, c'est avec effectivement ces données-là et notre analyse, notre interprétation, notre connaissance d'expérience de professionnels de santé, de pharmaciens d'officine et de pharmaciens qu'on peut à ce moment-là repasser finalement aux produits et aux services afin de tomber juste. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, en dehors du médicament, on peut aussi se dire comment est-ce qu'on peut accompagner nos patients d'une manière aussi complémentaire. Donc là, c'est Kaya Pro qui propose tout un corps je dirais, presque accompagner nos patients aussi. Là aussi, on est donc de manière numérique augmentée. Une connaissance augmentée, c'est une sorte de Vidal des solutions donc, complémentaires, des approches donc, non médicamenteuses. Là, par exemple, il parle de compléments alimentaires, mais il parle aussi effectivement de la phytothérapie, etc. etc. Donc, voilà, ça peut aussi effectivement être des moyens complémentaires pour augmenter notre capacité à accompagner nos patients. Donc l'Interpro, là aussi, faire des comités entre pharmaciens pour trouver des solutions aussi, donc la science collective pharmaceutique avec Pharmacy Lunge. Donc la réalité virtuelle augmentée, donc il y a des choses très intéressantes, notamment la réalité virtuelle permet de se mettre à la place du patient, notamment les aidants, ou nous, on peut effectivement avoir, ça peut générer plus d'empathie en fait. Par exemple, dans le cas de diabète VR, avec cette solution-là, eh bien, on peut, donc à ce moment-là, si on un petit jeu, si on ne prend pas le traitement en temps et en heure, eh bien, on a la vue qui vacille comme si on faisait une hypoglycémie. C'est assez intéressant, ça permet vraiment effectivement de se mettre à la place d'eux, de ressentir, d'être plus conscient des enjeux que peuvent avoir nos patients diabétiques. Donc ça, c'est un exemple, hein. VR for Health, donc ça c'est sur Internet, c'est un produit qui est animé par Denis Silver. Vous pouvez effectivement avoir tout un catalogue en fait de solutions qui existent pour l'anxiété, la douleur, la réhabilitation, la formation de santé. Il y a vraiment un champ très très large.
Et donc là, on est dans la réalité virtuelle, pas contre le métavers. Le métavers, c'est quelque chose qui connecte en fait ces différents environnements en permanence. Pharma 3D, c'est un projet qui a été mené à partir de Strasbourg par le professeur Verlet, donc quelque chose qui existe depuis de nombreuses années en fait, hein. Donc ça, c'était déjà un premier métavers en fait en pharmacie. Donc c'est un projet qui malheureusement a priori a été abandonné tout récemment, hein, comme quoi effectivement des fois les calendriers font que ça ne colle pas toujours, mais il y a déjà une très bonne base, je dirais effectivement conceptuelle que nous pourrions exploiter avec d'autres professionnels là-dessus. Donc, on avait effectivement formation pour l'orthopédie, voilà, donc des concours de rendement, serious game, effectivement, il y avait tout un univers, tout un écosystème qui a été développé. Et donc, on est sur cette évolution donc, du web, euh, avec 4 grands piliers autour de Web 3.0. La blockchain que vous connaissez déjà. Donc, un ensemble effectivement de tokens, monnaie en fait, monnaie électronique, de NFT. Donc, les NFT, ce sont comme une sorte d'acte de propriété des biens. Donc le côté de la communauté, de pair à pair, c'est très très fort hein, sur cette nouvelle évolution du Web 3.0. Et là, quelque part, c'est une vraie désintermédiation. Il y a plus d'intermédiaires là, à ce niveau-là, hein. Il n'y a plus de Facebook ou de Microsoft central, mais là, effectivement, on rebat complètement les cartes. Et donc le métaverse, donc, qui est une vision là, qui est en train de naître, hein, donc avec des définitions qui sont soit très restrictives, comme là, donc le métavers, on parle d'un réseau interopérable, à très large échelle, avec un rendu en 3D en temps réel. On peut effectivement, avec un illimité d'utilisateurs, avec un sentiment de présence, hein, comme si quand on était autour haptique, quand on touche quelque chose, on peut le ressentir. Hein, on peut prendre saisir une poignée, on peut ressentir cette poignée-là dans la main, et avec une continuité effectivement de données, de data. C'est pas comme un jeu où on arrête, on recommence. C'est quelque chose qui est permanent en fait, hein. Donc on est de très loin pas encore là. Ça demande de faire des développements technologiques énormes. Mais toutefois, si on prend une définition beaucoup plus, comment dire, large, dans le sens où le métavers, c'est une représentation de la réalité, eh bien, on peut avoir différentes versions finalement. Donc, le fil, finalement, Facebook est en soi un métavers finalement. La carte que nous avons, en soi, c'est une représentation de la réalité, c'est aussi une forme de métavers par rapport à l'univers. On a une vision effectivement qui peut être vue aussi en distance, mais aussi donc en 3D, donc le jumeau, on parle à l'instant, jumeau numérique, jusqu'à l'immersif, donc effectivement, tel qu'on l'entend au sens, je dirais, très technologique du métavers. Donc l'idée effectivement pour la pharmacie, c'est de réaliser une forme de jumeau numérique, donc en 3D, pour commencer effectivement à expérimenter un petit peu ce que peut être ce métavers en santé. Voilà, donc on voit que Harvard effectivement a travaillé dessus, Gucci aussi dans le luxe, d'avoir des choses qui sont cliquables avec des expériences qu'on peut faire vivre du coup là aux clients. Donc là, c'est mon collègue Haroun, hein, que vous avez vu à l'instant, effectivement, qui avait donné quelques cours pour les personnes âgées. Donc là, eh bien, il est digitalisé, hein, donc voilà, effectivement, sa version digitale. Et on voit que effectivement, ce n'est pas une hybridation effectivement, de quelques pharmaciens geeks, hein, puisque des grandes chaînes de pharmacie comme CVS s'emparent de ces sujets-là. Nos amis donc, canadiens aussi, voilà. Et donc, Apothec, qui est une chaîne donc, suédoise, donc, il y a même des vidéos, si on a le temps, pour un petit peu y jeter un coup d'œil. Et si certains d'entre vous sont intéressés, bien sûr, vous aurez mes coordonnées, on pourra échanger sur le sujet s'ils le souhaitent. Et donc, mon collègue Arun Zaraza donc, a fait un hackathon en Inde avec différents jeunes. Et donc, ils ont développé un prototype en fait d'une méthode. On dirige un personnage qui peut interagir avec un pharmacien et donc avec un robot conversationnel avec qui on peut échanger sur certaines petites choses. Donc là, on a un écran qui livre un message. On peut effectivement, voilà, c'est le début hein, de quelque chose, quoi. Là, c'est un autre projet qui a suivi, où là, on voit déjà, on rentre un peu plus, vous voyez, dans l'accompagnement, effectivement, avec un ensemble de données qui sont captées, hein. Donc, tout ça, effectivement, c'est vivant, mais c'est encore en cours de construction. Et donc là, j'ai fait un petit exemple. Là, vous voyez, cette image-là, elle n'a pas été dessinée par la main de l'homme. Elle n'a pas été conçue par un homme, elle a été conçue par intelligence artificielle, par Midjourney. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, j'ai fait un prompt, donc c'est-à-dire j'ai donné effectivement des consignes, avec quelques mots-clés. Je lui ai dit effectivement pharmacien, métavers, 3D, comptoir, voilà. Et donc, il m'a sorti cette image-là. Euh, Parmi plusieurs, hein, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me parlait le plus, mais en tout cas, effectivement, elle n'a pas été faite par un concepteur graphique, elle n'a pas été faite par un humain, si ce n'est juste moi qui ai donné l'impulsion finalement. Et là, vous voyez que donc, là, c'est ChatGPT. Alors, j'ai demandé que dirais-tu en tant que pharmacienne à une patiente qui souhaiterait arrêter de fumer.
Eh bien voilà, donc l'IA a généré un texte en temps réel, en fait, hein, par rapport à cette demande-là. Donc, en C'est tant que très pharmacien, impressionnant. ouais. Xavier, on peut peut-être quand même passer maintenant à des questions Tout si à ça fait, vous oui. tente. Je pense, ouais, et pour terminer, donc c'est très important toujours, dans cette débauche technologique, de se souvenir que c'est le patient, effectivement, qui reste non seulement au centre, mais qui fait aussi partie de manière intégrante de l'équipe de soins. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire ensemble, d'avoir un leadership partagé avec le patient. Donc, c'est le modèle Montréal. Donc, vraiment, nos amis canadiens sont souvent bien en avance sur nous, sur certaines choses, en tout cas, là-dessus, ils le sont, très clair. Donc, c'est très inspirant. Et l'idée, c'est vraiment, je dirais, de passer de cette position de sachant, effectivement, qui a plusieurs patients, ou d'animateur, vraiment, effectivement, à une communauté de santé, effectivement, co-animée par différents professionnels de santé et par le pharmacien, les patients ressources experts. Voilà, donc c'est vraiment cette idée, effectivement, de partage qui, je pense, est centrale dans la pharmacie du futur. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci Xavier. Je pense que je vais réactiver les micros et permettre à tous de poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Ça a été très dense, beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de perspectives. On peut se poser des questions sur effectivement le risque vous avez rappelé un peu le côté unique de la formation des pharmaciens, mais on voit aussi que ces nombreux outils permettent aussi à des non-pharmaciens ou à d'autres acteurs que ceux du monde de la santé d'intervenir dans ce domaine-là. Mais je vais donc laisser la parole à ceux qui veulent poser des questions ce soir sur ces thèmes. Oui, Pierre. Oui, Karim. Oui. Franchement, moi, je vais commencer par dire que je suis très content d'avoir pris ma retraite, de ne plus être au comptoir, à l'officine, et ça me fait très peur, tout ça. Ayant exercé pendant 40 ans, euh, moi, je trouve que pour moi, hein, c'est une Les humanisation. humaines. Tout ce dont Xavier a parlé, nous le faisions tous. Moi, je faisais tout ça. Seulement, en contact direct avec le patient, on était là, c'était un travail humain. Maintenant, avec ces objets-là, tout connectés, tout le bazar, on se perd, on se croit. Avatar, c'est le film Avatar. C'est des objets, c'est inhumain. Voilà. Donc, je vois une seule chose qui se passe, au fait. Bon, avec toutes les missions, les nouvelles missions du pharmacien, ça c'est bien, on a vécu un peu ça aussi. Et la chose nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles missions telles que le dépistage, la vaccination qu'on n'avait pas avant, c'est vrai, mais il y a, comment dirais-je, la rémunération. Tout est rémunéré, il faut mettre les robots pour comment dirais-je, la télémédecine, il faut suivre l'attention à distance. Voilà, on a 2 euros par là, 3 euros par là, 5 euros par là. Moi, je préfère, sincèrement, être en contact avec le patient, être l'homme du médicament pur et simple, mais avec d'autres missions. L'éducation thérapeutique, on la faisait, le conseil, on le donnait, on faisait pratiquement tout, mais d'une autre façon humaine, en contact direct avec le patient. On prenait un temps fou parfois avec un patient, à discuter avec lui et à lui expliquer tout. Tout ça, on le faisait. Donc, rien ne change, sauf que ça fait tellement peur. Ce n'est pas pour décourager ni quoi que ce soit, mais je vous dis, moi, je suis très heureux de ne plus être dans l'exercice parce que le futur me fait peur. Voilà. Merci. Est-ce que sur ce thème, on a 2 représentants de la nef? Qu'en pensent les jeunes futurs confrères s'ils sont encore là, nos représentants de la nef? Vous m'entendez bien? Je vous entends pas très bien, mais Ah non. Je vais essayer de parler un peu ah, plus c'est bon, fort. c'est bon. Bonjour Alors, Marion. donc moi, je me présente tout d'abord, je suis Marion Brunet et je suis en charge des affaires internationales. Alors, ce ne sera pas exactement mon domaine, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment la livraison aussi, dont on n'a pas encore beaucoup abordé ce soir. Mais on est pour effectivement une évolution du métier du pharmacien, des nouvelles compétences, mais on a, je ne sais pas si on dirait peur, mais oui, il existe des limites à ne pas franchir sur lesquelles
On n'a pas encore tout étudié, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec notre réseau, et qui est très tranché sur ces points de vue. Ça ne fait pas du tout l'unanimité, donc c'est quelque chose qu'on étudie encore beaucoup pour le moment, et pour essayer d'apporter les meilleures positions pour les étudiants. Et ça ne vous fait pas peur, donc? Alors, je pense que ça dépend le sujet. Je pense qu'il faut un accompagnement, sinon l'émission pourrait, je ne sais pas comment dire, mais nous se faire évincer un peu de notre profil de pharmacien. Je pense notamment à Amazon Livraison ou ce genre de choses qui fait un peu peur pour l'avenir de la profession. Mais il y a des outils qui peuvent être très utiles et qui peuvent nous aider pour notre métier de pharmacien. C'est clair que ces nouveaux outils permettent des nouveaux services et des choses nouvelles, mais c'est vrai qu'il y a aussi des risques. Je ne sais pas si Xavier a quelques commentaires sur ce que nous a dit Karim et Marion. Ou d'autres questions, si d'autres ont des questions. Younes avait soulevé la question des déserts médicaux, justement, et de l'utilisation de ces nouveaux outils pour pallier aux déserts médicaux. Je ne sais pas si Younes, tu veux ajouter quelque chose. Oui, particulièrement pour la téléconsultation à l'officine, dans les déserts médicaux, tout à fait. Donc, je ne sais pas si Xavier a une expérience à nous proposer en Europe ou en France. À mon sens, ça serait assez intéressant. Xavier, il faut remettre votre micro. Ok, voilà, oui. Donc, avant, je parlais, vous ne m'entendiez pas, donc c'était très bien. Des fois, comme ça m'a permis de vous écouter de manière attentive. Ok, donc oui, je disais que Marion pourra peut-être effectivement m'aider à y répondre aussi, insister effectivement dans son périmètre international. Donc, pour répondre à Karim, hein, c'est bien ça? Non, là, c'est Younes. Là. Et il y a eu Karim au début. Karim d'abord, Younes ensuite. Ouais. Younes avait posé la question par écrit en premier, c'est juste. Donc, je vais d'abord quand même répondre à Karim. Effectivement, quand même, je suis entièrement d'accord avec vous. L'humain est ce que nous avons de plus précieux dans notre métier. Si nous perdons cette humanité, cet humanisme, je dirais même effectivement en tant que pharmacien, qu'on soit d'officine ou de tout autre, je dirais effectivement, type d'exercice, à ce moment-là, on perd notre âme quelque part. Et en fait, tout ça, il faut le voir comme, je dirais, un nouveau contexte qui évolue. Je veux dire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les choses bougent et avancent. Donc, comme dit, ce serait un conte de fées que de dire on peut rester comme on est tout le temps. Donc, c'est quelque chose dont on tient compte. Une pharmacie, ça existe, c'est là. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est un modèle qui sera, comment dire, en France? On ne sait pas. Le monde est incertain et complexe par essence. Mais il est sûr que si, en tant que pharmacien, on se contente d'une délivrance robotisée dans nos pharmacies, quand je dis robotisée, ce n'est pas le robot, hein, c'est nous. C'est-à-dire qu'on dit bonjour à la carte vitale. Bientôt, effectivement, on a juste donner le paquet de médicaments, conseils, s'intéresser aux gens, là, effectivement, on est fini. Si par contre, demain, avec l'aide, comment dire, cette intelligence augmentée, cette IA, nous permet effectivement non seulement d'être plus attentifs à ce qu'on veut de nos patients, mais aussi, je dirais, d'avoir un ensemble d'informations qui nous permettront d'aller plus loin dans la compte du patient, d'être plus, comment dire, à l'écoute de ce qu'ils nous disent. Parce qu'honnêtement, se souvenir des centaines de patients que nous voyons chaque jour, ce n'est pas toujours évident. Et si maintenant, effectivement, avec quelques grandes lignes, on peut effectivement se rappeler, le cerveau humain, que Madame Intel a un petit chien qui a tel âge, etc., qu'elle a des petits-enfants, ceci, cela, mais que peut-être qu'effectivement, elle a du mal à marcher les escaliers, à monter, et que du coup, peut-être qu'il y a une insuffisance cardiaque, etc. Enfin bref, du coup, là, on peut aller plus loin dans notre conseil. C'est ce que je veux dire, en fait. Cette question, effectivement, de pharmacien augmenté, mais d'humain augmenté, que j'aimerais vraiment, effectivement, que vous reteniez et qu'on mette en avant. Et cette idée aussi, effectivement, de communauté aussi donc, à créer, parce que si nos patients
nous travaillons avec eux, en fait, on ne remplacera pas le cœur même de la relation de soins, qui est la relation proche de santé, pharmacien-patient. Voilà, ça, c'est cette Il y a relation. il y a une autre question derrière un petit peu tout ça, c'est aussi la difficulté pour le pharmacien de s'y retrouver dans tous ces outils, et donc une question qui est d'ailleurs vient d'être posée par Aïcha Ouais. Zahi, qui Alors, est la formation. Quelle alors, formation pour les pharmaciens pour s'y retrouver justement oui, alors, c'est comme dit, cette peur-là, moi je la comprends, hein, effectivement, Karim. Hein, quand je vois tout ça, je peux avoir peur aussi. Par moment, je me dis, waouh, où est-ce qu'on va, quoi, en fait. Hein. Donc, mais c'est pour justement surmonter cette peur que je me dis, ben, on va s'y intéresser de très près, on va voir qu'est-ce qui se passe, et si possible. Et là, je rejoins effectivement l'action de Marion et d'Anep. Effectivement, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir. Voilà. Où est-ce qu'on dit, là, là, on va dans un territoire qui est trop dangereux. Hein, notamment, effectivement, vous voyez que OpenAI, effectivement, veut faire en sorte que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme, hein, et ne soit pas effectivement un genre de Skynet qu'on voit dans Terminator, hein, qui prend le pouvoir et effectivement qui déraille, hein, parce qu'une intelligence artificielle mal entraînée raconte des bêtises aussi. Hein. Donc, c'est une machine à générer des fake news, hein, enfin, des fausses informations. Donc, le pharmacien n'est pas encore prêt d'être mis au rencard non plus, je vous rassure, parce qu'on sera toujours là, effectivement, pour valider l'information médicale et scientifique. Mais quand même, c'est assez bluffant de voir que ce que peut déjà faire, comment dire, ce modèle formel de langage. Et donc, il y a aussi beaucoup de limites éthiques, hein, bien sûr, effectivement, ne pas dépasser, les questions de cybersécurité aussi, qu'on peut effectivement avoir en tête. Hein, quel usage des données de santé aussi qu'on peut faire dans le cadre du jumeau numérique, par exemple, ou du métavers en santé. Et donc, pour répondre aussi à Younes, donc, quelle expérience en Europe de la téléconsultation dans l'officine a été faite dans des effectivement, territoires plus, comment dire, il y a des pays où les formations officines sont beaucoup plus dispersées qu'en France, notamment, mais ça, je parle de mémoire, je crois que Livy, qui est une société, je crois, suédoise, hein, il me semble, en tout cas, d'un pays nordique, eh bien, donc, il y a. Ah, je crois que oui. OK. Eh bien, donc, Livy est une société qui a investi la France par la suite. Elle a déjà développé tout un système donc, de téléconsultation parce qu'il y a des grandes distances, en fait, entre les villes et les habitants souhaitaient qu'ils se déplacent, donc téléconsulte à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans des déserts médicaux, mais on est dans des zones qui sont très éloignées les unes des autres, en fait. Hein, voilà. C'est une première réponse. L'autre réponse pour les déserts médicaux, il est sûr que la téléconsultation, bah, s'il n'y a pas de médecin au bout du fil, ça ne marche pas. Hein. En tout cas, aujourd'hui. Donc, c'est bien beau de mettre la téléconsultation en place. S'il n'y a pas de médecin, bah, il ne se passe rien non plus. Hein, okay, alors maintenant, si on fait comment dire, de l'orientation médicale avec des robots conversationnels qui sont formés, donc Google va bientôt sortir, je crois que c'est LaMD ou quelque chose de ce type-là, le nom est à vérifier, mais en tout cas, ils vont sortir un moteur conversationnel médical qui a été entraîné effectivement comme un médecin, en termes de raisonnement, j'entends, hein, et qui est en capacité de délivrer des diagnostics qui sont d'aussi bonne qualité. Alors, à 94%, ils tombent juste comme un médecin, effectivement. Je crois que c'est les tests de médecine de Harvard, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, à vérifier tout ça. Mais en tout cas, il y a un degré effectivement d'efficacité très élevé, quoi. Et donc, pourquoi pas imaginer que demain, il y ait effectivement un premier niveau de réponse qui soit faite par une IA et qui soit ensuite, je dirais, où le médecin, eh bien, plutôt que de traiter, je dirais, une demande de patient en 20 minutes, il puisse la traiter en 5 minutes parce qu'il y aura déjà effectivement un travail qui va être pré-mâché par une heure. Ça sera 5 minutes de plus à poser le doigt, son doigt humain, du coup, avec son expérience humaine aussi, sa capacité analogique à rentrer en contact, à se connecter à l'humain et à qualifier le diagnostic. C'est possible. Donc à ce moment-là, on pourrait libérer du temps médical et on pourrait imaginer effectivement qu'à ce moment-là, la téléconsultation devienne beaucoup plus efficace, notamment avec des téléphones de la maison qui permettent effectivement de recueillir un certain nombre de paramètres, surtout si en plus on a un jumeau numérique qui est alimenté de manière régulière par des données interconnectées. Donc on peut effectivement imaginer dans un avenir, là ce que je raconte peut sembler un peu de la science-fiction, mais dans un avenir assez, je dirais 5 à 10 ans, c'est quelque chose qui sera tout à fait réalisable et réaliste. Alors, j'ai travaillé effectivement aussi dans des coins où il n'y avait pas beaucoup de médecins, notamment au Niger, sur un projet de téléconsultation médicale aussi. Enfin, mais plutôt de la téléexpertise. On peut aussi imaginer qu'on a un premier niveau, par exemple, avec des infirmiers ou dans les pharmaciens d'officine avec des assistants techniques qui puissent offrir un premier niveau d'accès à un service de santé et qui ensuite orientent vers une téléconsultation médicale pour que ce soit plus qualifié, quoi, en fait. On peut imaginer effectivement
un exercice coordonné aussi, hein. Il n'y a pas que je suis malade, je vais voir le médecin. Ça peut aussi être effectivement, je suis malade, je vais voir en premier recours la pharmacie d'officine qui qualifie le besoin et qui à ce moment dit, là, je ne sais pas faire, je reviens vers le médecin. Donc, mais ça, c'est tout un travail de coordination et de protocolisation, bien sûr, des actes. Est-ce que j'ai répondu à la question, Younes? Oui, merci. Oui, en fait, je voulais aussi te demander, en deuxième question, c'est en fait, que penses-tu du développement de la santé digitale dans les pays du Sud, où en fait, tu as un parcours de soins qui est compliqué, qui est peu abouti. Donc, en fait, tu as répondu aussi en partie à ma deuxième question. Donc, est-ce que tu as des expériences en Afrique? Oui, au Niger, à Niamey. Là, si vous voulez, je pourrais vous mettre en contact avec Vincent Tossa, qui travaille avec l'hôpital de référence de Niamey et la société Quantique. Et ils ont mis en place une sorte de borne qui permet effectivement voilà, de qualifier un certain nombre de prises de température, de paramètres de santé, etc., pour accélérer le temps de traitement médical, par exemple. Voilà, c'est un exemple que je peux effectivement donner parce que je le connais, mais il y a aussi l'Observatoire de la e-santé des pays du Sud, fondé par Pierre Fabre, qui est très, très intéressant. Il y a beaucoup d'initiatives aussi donc, en Afrique, en Asie, avec des choses très impressionnantes, hein, parce qu'il n'y a pas effectivement des fois, comme il n'y a pas de couche technique en place déjà, eh bien, on peut vraiment, je dirais, inventer des nouveaux certaines solutions. Et des fois, je dirais effectivement, en Afrique, il y a des choses qui sont plus en avance que dans d'autres parties du monde. Donc, c'est très, très intéressant. Au Rwanda, hein, là-dessus, ils sont extrêmement forts. Donc, ouais. Donc, les pays du Sud, je dirais, ils ont des politiques peut-être un peu différentes, une population beaucoup plus jeune. Et là, tout le côté de la prévention santé primaire est hyper importante. L'éducation en santé, hein, c'est quelque chose de. Je dirais plutôt que d'attendre d'être malade chez les médecins, peut-être, effectivement, c'est peut-être plus judicieux que le pharmacien, là-bas, effectivement, devienne un acteur majeur de la prévention des jeunes, quoi. Voilà. C'est aussi une façon de, effectivement, une autre façon de voir les choses pour éviter une explosion des maladies chroniques par la suite. Et je crois qu'on va s'en tenir là. Il est déjà 21h25, donc je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je Oui, alors effectivement, remercie ouais, Xavier. je vois juste effectivement deux petites choses. Donc, Oui, je crois que Foodil, merci Foodil, elle nous précise que c'est MedPalm. Donc, toujours, on juge qu'il n'est pas encore utilisable en pratique clinique. Alors, je ne sais pas qui c'est le on qui juge, mais effectivement, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas validé au niveau, je dirais, médical, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, effectivement, il est très prometteur. C'est juste, comme je l'ai dit, c'est assez bluffant. oui, il y a Et donc, beaucoup en termes de d'outils qui sont des. formation, oui, effectivement. Je pense que c'est très important, effectivement, que les professionnels de santé soient formés à comprendre ce que font ces outils. Quelles sont leurs limites, bien entendu, mais aussi quels sont leurs avantages. C'est très important, effectivement, que la formation des futurs pharmaciens leur permette de se retrouver dans ce maquis d'outils Donc, d'où divers. l'importance, effectivement, de la NEF, mais aussi en lien avec les autres associations d'étudiants à travers le monde, que de réfléchir à ces questions-là, qui sont des questions transnationales, de plus en plus. Mais la NEF est très active et je félicite nos futurs jeunes confrères. Écoutez, Voilà, je bon, crois j'espère qu'il que est. ça vous a plu. C'était un peu, je sais pas. Ok, ben écoutez, merci à tous, merci, puisque en fait, beaucoup sont restés très nombreux, puisqu'on est encore près de 30 à 21h25. Donc, merci Xavier, merci à tous de votre participation. Donc,